Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 mars 2012. Bonsoir à tous et à toutes. Des questions après les drames de Toulouse et Montauban. Le tueur Mohamed Merah aurait-il pu être appréhendé avant qu'il ne passe à l'acte? François Fillon assure que non, comme le patron du renseignement intérieur. Des voix discordantes s'élèvent pourtant sur ces questions, toujours sans réponse. Renforcer la législation pour mieux contrôler Internet et l'accès aux sites suspects faisant l'apologie du terrorisme. Nous ferons dans cette édition l'état des lieux des lois antiterroristes déjà en vigueur. Et puis, la campagne présidentielle qui reprend ses droits et des retrouvailles aujourd'hui à Valenciennes où Jean-Louis Borloo, le grand absent de Villepinte, retrouvait Nicolas Sarkozy à un mois du premier tour du scrutin présidentiel. Vivre ensemble, égalité, pluralité, dignité, c'est sous ces mots que des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui, place du Capitole à Toulouse. Un hommage bien sûr aux victimes du tueur Mohamed Merah, abattu hier lors de l'assaut des policiers du raid. Il y aura bien un avant et un après 19 mars, a dit le maire de la ville, Pierre Cohen, soucieux de conserver l'esprit d'accueil et de générosité de la ville rose. Après les heures angoissantes de la traque puis du siège du tueur au scooter, des questions restent posées sur les conditions dont a été menée l'enquête policière. Hier, Alain Juppé évoquait la possibilité de failles dans le dispositif. Ce matin, François Fillon, le Premier ministre, affirmait qu'aucun élément tangible ne permettait d'appréhender Mohamed Merah après les tueries de Toulouse et Montauban. À droite, on s'interroge, à gauche, la prudence est de mise. Elisa Bertholomé. Pourquoi Mohamed Merah n'a-t-il pas été arrêté plus tôt par les forces de l'ordre? C'est la principale question au lendemain de l'opération du raid à Toulouse. Un début de polémique qu'a tenté de désamorcer François Fillon dès ce matin. Il n'y avait aucun élément permettant d'appréhender Mohamed Merah. Et encore une fois, on n'a pas le droit dans un pays comme le nôtre de surveiller en permanence et sans décision de justice quelqu'un qui n'a pas commis de délit. François Fillon a surtout voulu répondre aux critiques contre les renseignements intérieurs. La DCRI est accusée d'avoir mal géré l'enquête. Dans le quotidien Le Monde, Bernard Squarcini, patron des renseignements, défend ses services. Malheureusement, il y a eu des victimes innocentes, mais il y aurait pu en avoir plus. Nous ne pouvions pas aller plus vite, nous aurions bien aimé. C'est l'UMP qui se montre le plus critique. Et preuve d'un certain malaise, le ministre de la Défense a reconnu qu'il y avait eu des erreurs. Lorsque je suis allé à Montauban, et je voudrais vous le dire, nous avons perdu un temps considérable parce que certains voulaient absolument que ce soit dans une direction qu'il faille chercher et pas dans toutes les directions. Alors il va falloir être plus précis, Gérard Longuet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très simplement qu'il y avait une suspicion sur les anciens militaires en général. Et cette suspicion, nous l'avons d'ailleurs épuisée, puisque la direction de la protection, sécurité et défense a examiné près de 20 000 dossiers. 20 000 dossiers, ça demande du temps. Prudence à gauche, le PS garde le silence tout en reconnaissant la nécessité de se poser des questions. La délégation parlementaire au renseignement doit se réunir dans les prochains jours. Elle apportera des premières réponses. Dès hier à Strasbourg, Nicolas Sarkozy a relancé le débat sur les mesures à prendre pour prévenir et sanctionner des actes terroristes. Des annonces qui laissent perplexe Eva Joly pour la candidate écologiste à la présidentielle. Les textes existants sont aujourd'hui suffisants. Mounir Soussi fait le point sur cette législation antiterroriste déjà existante. 1985, une vague d'attentats touche Paris et déclenche la lutte contre le terrorisme moderne en France. Une loi intervient un an plus tard. Désormais, le pouvoir centralise les enquêtes au tribunal de Paris et se dote d'un corps de magistrats spécialisés. 1995, le GIA frappe en plein cœur de Paris, nouvelle loi. La notion d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste fait son entrée dans le code pénal, une disposition qui renforce l'arsenal aux mains des services de renseignement. Dans ce cadre, ils peuvent surveiller et arrêter des suspects avant qu'un acte ne soit commis. C'est la clé de voûte du système actuel basé sur la prévention du risque. Dans la foulée des attentats de Londres en 2005, un nouveau texte porté par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, va élargir les moyens aux mains des enquêteurs. Ils ont aujourd'hui un accès simplifié aux données collectées sur Internet et peuvent consulter et croiser les fichiers administratifs sans l'autorisation préalable d'un juge. Enfin, pour les besoins d'une enquête, la garde à vue d'un présumé terroriste a été rallongée. Elle peut durer jusqu'à 6 jours.
Internet est la nouvelle cible du candidat Sarkozy qui souhaite donc des sanctions pénales pour ceux qui consultent de manière habituelle, dit-il, des sites faisant l'apologie du terrorisme, disposition que la loi devra formaliser. Et puis, en l'absence de session parlementaire, eh bien, il faudra bien attendre la prochaine législature, c'est-à-dire attendre aussi les présidentielles. Joachim Rob. Nicolas Sarkozy souhaitait aller vite. Finalement, le projet de loi antiterroriste ne passera devant le Parlement qu'après les élections, sauf en cas de consensus politique, un consensus loin d'être acquis. Nous allons d'abord nous interroger sur le fait que ces mesures répondent à une véritable nécessité, qu'elles répondent aujourd'hui à une absence législative. Et si c'est prouvé, alors nous accompagnerons le texte. Après l'émotion suscitée par les tueries de Toulouse et Montauban, difficile pour le PS de s'opposer à des mesures antiterroristes, mais pas question de s'aligner sur Nicolas Sarkozy. Un exercice délicat que refuse le Front de gauche. Tout ça est prématuré. Ça s'est passé il y a quelques jours, des déclarations du président de la République. 2 jours après, c'est un projet de loi. Bon, on n'en est pas là. Un projet de loi, ça ne s'écrit pas sur un coin de table, comme ça, sous le coup de l'émotion. C'est une chose sérieuse. Ça touche à la sécurité du pays, ça touche aux libertés. Ça ne se règle pas comme ça sur un coup de communication dans une campagne électorale. Précipitation, arrière-pensée électorale, c'est aussi l'avis du Front National. Ce qu'il propose, la va-vite, dans la précipitation, pour la plupart, ce sont des mesures qui existent déjà ou des mesures qui avaient déjà été proposées et promises, je crois, en 2005 lors des émeutes. Et donc on voit bien que c'est très indigent, c'est très insuffisant et ça sent bon l'électoralisme. Le gouvernement recevra prochainement les groupes politiques représentés au Parlement pour faire le point sur les mesures annoncées. Alors, Mohamed Sifawi nous a rejoint sur notre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur. Vous êtes journaliste, vous avez été victime en Algérie, je crois, d'un attentat islamiste. Et à la suite, chose extrêmement rare, vous avez pu, en France cette fois, infiltrer des réseaux djihadistes. Alors, on s'interroge beaucoup sur cette personnalité de Mohamed Merah et sur son profil, son itinéraire, son destin. On dit qu'il a agi seul. Est-ce que pour vous, qui avez côtoyé ces djihadistes, c'est une hypothèse aujourd'hui qui est crédible? Oui, elle peut être crédible, même si elle semble quelque peu improbable. Sauf que l'idée du loup solitaire, je n'y crois pas. Parce que tout simplement, on a aujourd'hui des indications qui montrent qu'il a été quand même en contact d'un frère qui est lui-même intégriste, reconnu et très engagé, notamment dans l'envoi d'aspirants terroristes en Irak. Et il a surtout séjourné dans cette région pakistano-afghane, donc il était certainement en contact avec des éléments appartenant très probablement à des réseaux salafistes djihadistes à l'étranger. Encore un mot sur sa personnalité. On le décrit comme menant une vie normale. Il côtoyait son voisinage avec lequel il était extrêmement courtois, dit-on, en tout cas lit-on. On est quand même très très loin de l'image du djihadiste fanatique que vous avez rencontré, que vous connaissez. Mais en réalité, il n'y a pas d'image du fanatique djihadiste. Il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de... Tous les spécialistes, tous les magistrats antiterroristes vous diront qu'il est impossible de profiler un djihadiste. On a aujourd'hui suffisamment d'éléments et de recul pour dire que le salafisme djihadiste recrute aussi bien dans les couches aisées que dans les couches populaires. Il recrute aussi bien des musulmans que des non-musulmans qui vont se convertir à cette secte extrémiste. Il recrute aussi bien des gens instruits que des gens en échec scolaire. Enfin voilà, il y a un panel et un éventail assez large. On a vu par exemple pendant les attentats du 11 septembre à New York et Washington que les principaux terroristes étaient tous des gens lettrés venant de familles aisées, etc. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas un profil type. Il ne faut pas tomber dans cette erreur de penser qu'il y aurait la possibilité d'établir le profil selon des critères donnés d'un djihadiste. Il peut y avoir des indications qui pourraient nous renseigner sur le type d'individu qui pourrait basculer vers le terrorisme. Alors pour vous, l'hypothèse d'un loup dormant, selon l'expression aujourd'hui consacrée, n'est pas très crédible. Non, elle n'est pas crédible pour la simple raison que lorsque on fait ce parcours qui est le sien, c'est-à-dire lorsqu'on va s'entraîner dans cette région pakistano-afghane, on ne reçoit pas uniquement une formation militaire, on reçoit aussi tout un corpus idéologique qui arme quelque part l'esprit, passez-moi l'expression, de cette idéologie totalitaire qui incite
enfin ceux qui y croient, à commettre des crimes aussi horribles que ceux que nous avons vus à Toulouse et à Montauban. Je le disais, vous avez infiltré un réseau djihadiste en France. Est-ce que pour vous, ils existent, ils agissent, ou au contraire, ce sont des réseaux aujourd'hui dormants, si tant est qu'ils existent? Depuis 2001, ils ont été considérablement affaiblis par la traque mondiale antiterroriste. Ils ont été considérablement affaiblis par le dispositif français en matière de lutte antiterroriste, le dispositif à la fois policier et judiciaire. Sauf que, alors cette polémique dont vous parliez tout à l'heure, je pense que ce qui a pris à revers les services de renseignement, c'est le fait que Mohamed Merah a agi seul. C'est-à-dire que le dispositif français est plutôt conçu pour faire face à des réseaux et à des cellules. Après, je ne pense pas qu'il était surveillé. Il était fiché. Certes, il figurait sur les tablettes des services de renseignement, mais il n'était pas surveillé parce que s'il était surveillé, on aurait pu, par des moyens électroniques, connaître peut-être, en tout cas, cette dérive, ces contacts qui lui ont permis d'acheter des armes notamment, et peut-être certains de ces projets. Donc il n'était pas surveillé, ce n'est pas possible. Et je trouve que ça, c'est une petite faille parce que il faudrait tirer l'enseignement au-delà de toute polémique, et après, certainement après les élections présidentielles, sur le fait de la mise en place d'une procédure pour tous ceux qui vont s'entraîner dans des camps d'entraînement, enfin djihadistes. On parle beaucoup d'Internet en ce moment. Nicolas Sarkozy a fait des propositions sur ces sites qui appellent au djihad, qui appellent au terrorisme. Est-ce qu'il y a, selon vous, une faille législative dans ce domaine particulier d'Internet aujourd'hui? Bah écoutez, moi j'ai lancé un appel déjà sur un plateau de télévision en 2007 en disant qu'il faut absolument s'intéresser à ces sites djihadistes salafistes parce qu'ils proposent, outre un corpus idéologique salafiste qui incite à la haine et à la violence, mais également une technique, c'est-à-dire qu'on apprend à des personnes, à des jeunes ou à n'importe quel internaute à fabriquer une bombe, à échapper à des filatures. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet en toute liberté. Moi, pour mon travail, comme je suis spécialisé sur le sujet, j'ai téléchargé des milliers et des milliers de documents qui sont surprenants et qui donnent aux aspirants djihadistes tous les détails. C'est-à-dire qu'il y a une première préparation qui peut se faire via le net. Alors, le président de la République a raison de s'intéresser, il n'est jamais trop tard pour bien faire, de s'intéresser à ce sujet, c'est-à-dire Internet, mais il ne faut pas se tromper, la lutte contre le terrorisme islamiste doit être une lutte globale qui ne peut pas se suffire d'une approche policière ou judiciaire uniquement, mais il faut aussi une action politique, économique, sociale, je dirais philosophique, pour venir à bout de ce fléau. Alors, est-il vrai, on en a parlé également dans l'affaire Mohamed Merah, que l'endoctrinement peut se faire pour ces jeunes dans les prisons aujourd'hui en France? Absolument. De quelle manière? Là, depuis plusieurs années, on observe que les prisons françaises, mais pas seulement, des prisons européennes, sont devenues des ateliers de fabrication de terroristes. Il y a dans certaines procédures des cas précis où on a des jeunes qui sont rentrés pour de menus larcins et qui sont ressortis armés de cette idéologie salafiste djihadiste. Et donc, il faut là aussi prendre la mesure du problème et penser à restructurer nos prisons, tout en sachant qu'aujourd'hui il y a une surpopulation qui rend la chose encore beaucoup plus compliquée. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait une approche beaucoup plus globale. Une dernière chose, Mohamed Sifawi, Youssouf El-Qaradawi, qui est une figure planétaire, j'allais dire, de l'islamisme, sera bientôt en France à l'occasion du congrès de l'UEIF. Ça va se passer en avril prochain. Est-ce que, selon vous, un tel personnage peut être aujourd'hui le bienvenu sur le territoire? Écoutez, moi, j'ai lancé un appel et j'ai initié une pétition avec un certain nombre d'associations républicaines et j'ai adressé une lettre ouverte au président de la République pour que son visa soit annulé. Il est inconcevable qu'un tel individu, qui est connu pour son incitation à la haine, pour son discours antisémite, puisse venir en France, d'autant plus qu'il est considéré comme une référence idéologique par l'UEIF. Il faudrait que l'UEIF prenne ses distances par rapport à cet individu et il faudrait surtout que les autorités françaises lui interdisent de fouler le sol de la République, surtout dans ce contexte précis où il y a une vive émotion qui
tout à fait légitimement, a été suscité par les crimes horribles auxquels on a assisté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous reparlerons très certainement de cette affaire à venir en avril. Merci encore. La campagne présidentielle n'a pas tardé à reprendre ses droits après les tragiques événements de Toulouse. François Hollande était hier soir à Aurillac pour redire sa détermination face au terrorisme et l'insécurité. Aujourd'hui, c'est de rénovation urbaine dont il était question dans une ville, Valenciennes, dont l'ancien maire, un certain Jean-Louis Borloo, accueillait sur ses terres Nicolas Sarkozy. Des retrouvailles dont Jérôme Rabier et Marie Lebon ont été les témoins. Pour cette image d'unité, Jean-Louis Borloo a posé ses conditions. Des retrouvailles sur ses terres valenciennoises et sur son thème de prédilection, le social. Mais pour Nicolas Sarkozy, c'est comme si son ancien ministre ne l'avait jamais quitté. Vous savez, Jean-Louis et moi, nous sommes humainement et personnellement très proches. On a toujours beaucoup parlé. Mais je suis très reconnaissant de l'accueil qui m'est réservé, de l'organisation aujourd'hui, dans ce nord que j'aime beaucoup et dans cette ville de Valenciennes que je connais bien, où je suis venu souvent. Oublié l'époque où une candidature était envisagée, Jean-Louis Borloo veut désormais peser sur la campagne et imposer sa touche sociale à la majorité. En allant me battre, en expliquant ce qu'il faut faire sur les familles surendettées, sur l'insertion de l'économie par le social, sur la gestion des ressources humaines, sur tout ce en quoi je crois. Sa ville de Valenciennes, premier terrain de réhabilitation en France, Nicolas Sarkozy la visite toute la journée. Chantier, tramway, association, le candidat y puise ses idées. Quand il y a des hommes et des femmes de talent comme Valérie Létard, Jean-Louis Borloo, tous les territoires ont une possibilité d'envisager l'avenir. Et nous ferons un deuxième plan de rénovation urbaine parce qu'il ne faut pas arrêter là. Ça doit se poursuivre. C'est très très important ce qui s'est passé ici. Après 5 jours de tension autour du drame de Toulouse, Nicolas Sarkozy retrouve ses habits de candidat, l'occasion d'afficher l'unité de la majorité et de donner à sa campagne une image plus sociale. L'heure de la dernière séance ce matin pour François Hollande. Le candidat socialiste présidait son ultime séance plénière du Conseil général de Corrèze sous l'œil très attentif de Bernadette Chirac, elle-même conseillère générale de la ville de Saran. L'épouse de l'ancien président a loué la parfaite courtoisie du candidat avant d'ajouter qu'il n'a pas, je la cite, le gabarit d'un président de la République. Bonsoir Stéphane Rosès, président de CAP. Quelle semaine venons-nous de vivre? Une semaine marquée bien sûr par les événements de Toulouse et Montauban. Une semaine où le candidat Sarkozy a retrouvé le temps de la suspension de sa campagne et ses habits de président de la République. Une semaine aussi marquée par cette unité nationale partagée par tous les prétendants à cette élection présidentielle. Alors peut-on dire qu'à un mois du premier tour du scrutin, il y aura un avant et un après 19 mars 2012, Stéphane? Oui, chaque campagne est marquée de séquences. Et là, évidemment, cet événement dramatique survient à un moment où les Français étaient mécontents de la campagne. La raison profonde en était que, alors que le pays se pose des questions existentielles, se demande si un projet présidentiel lui permet de sortir de la crise tout en préservant ses fondamentaux, la campagne était devenue des sortes d'attaques personnelles où il fallait les uns esquiver, les autres porter des coups. Or ça, ce n'est pas dans notre tradition. Et du coup, le drame de Montauban et de Toulouse a mis évidemment un climat qui est un climat où les grands candidats sont beaucoup plus respectueux et beaucoup plus attentifs à ce que l'on dit. On l'a vu, il y a eu une émotion nationale, il y a eu un climat d'union nationale et on le voit pour l'heure, les principaux candidats sont dans l'idée que face à ce genre de situation, il faut porter le politique au-dessus de sa personne et donc il faut se hisser à la hauteur de ce qu'attend le pays. Alors à qui peut profiter ces événements? Il y a eu un sondage qui est paru aujourd'hui qui indique que 3 Français sur 4, 74%, qui estiment que Nicolas Sarkozy a eu l'attitude qui convient, mais ils sont également très nombreux, 56% pour approuver cette même attitude de François Hollande. Oui, on l'a bien vu mécaniquement. D'abord, le président de la République, candidat ou candidat président de la République, a été dans son rôle. L'Union nationale lui profite pourvu qu'il donne le sentiment, dans son attitude, dans ses faits et gestes, qu'il met bien justement l'Union nationale au-dessus de sa candidature. Il a été dans les limites
de ce que les Français attendaient de lui, il va forcément en profiter mécaniquement. Et on a vu que François Hollande, il a pu être un peu moqué autour de l'idée qu'il suivait Nicolas Sarkozy, mais une présidentielle, c'est bien une métaphore de ce que pourrait être comme président de la République François Hollande. On ne voit pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Donc il a effectivement montré qu'en de telles circonstances, s'il était président de la République, il serait soucieux de l'union nationale. Alors, l'élément neuf, c'est que les thématiques identitaires, d'intégration, de qu'est-ce que l'on a à faire ensemble puisque l'assassin était de nationalité française, vont sans doute avoir un peu plus d'importance quand les thématiques européennes et sociales avaient prédominé dans la séquence juste avant le drame. Sans doute que le fait que l'assassin ait été tué va faire qu'on va plus rapidement basculer dans autre chose. S'il était resté vivant, la thématique terrorisme aurait été forte dans un climat où les Français sont prompts à l'amalgame. Les Français, mais aussi les médias et la classe politique. Terrorisme, islamisme radical, musulmans, maghrébins, immigrés, étrangers, on le voit dans les termes même de communauté tels qu'ils sont utilisés. Comme il y avait amalgame, il y avait risque que l'entretien de la situation fasse que la fin de campagne soit sur les questions identitaires. En un mot, ça va profiter au candidat qui montrera qu'au-delà du projet et de sa personne, il est en situation de pouvoir faire vivre ensemble la communauté nationale et de lui permettre de sortir de sa crise. Sa crise est économique, sociale, morale. Elle est ressentie aussi comme existentielle par rapport à notre modèle républicain. Et nous sommes à un mois maintenant du premier tour de la présidentielle. Merci Stéphane. Vous restez avec nous, bien sûr. À vos côtés, j'ai grand plaisir de recevoir Myriam Revaud-Dallon. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'École pratique des hautes études et vous travaillez en particulier sur ces rapports très particuliers entre la politique et la compassion. Comment vous avez observé la semaine qui, heureusement, s'achève aujourd'hui? Écoutez, une multitude de choses à dire qui ne se situent pas du tout sur le même plan. En ce qui concerne d'abord l'avant et l'après, je pense que l'événement du 19 mars a marqué une sorte de pause, une sorte de suspens dans la campagne présidentielle, qu'il a opéré quelque chose qui était de l'ordre d'une sorte de rassemblement empathique, compassionnel de toute la communauté, ce qui ne veut pas dire que ça lui enlève sa portée politique à cet événement, parce qu'il y a quand même un certain nombre de conditions, de présupposés, de circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, qui ne sont pas du tout des conditions qui échappent à la politique. Que ce soit les liens avec l'islamisme radical, avec Al-Qaïda, avec les conditions de possibilité qui ont pu éventuellement favoriser ce genre de passage à l'acte. Donc tout ça n'est pas étranger à la politique. Mais je ne suis pas convaincue, sauf à considérer que, évidemment, c'est un événement qui scande la campagne, mais je ne suis pas, au fond, très convaincue, comme je l'ai entendu dire le jour même du 19 mars, que la campagne allait changer de nature. C'est-à-dire que j'ai entendu des discours où on disait que la violence verbale, après ce qui s'était passé, ne serait plus de mise, allait s'apaiser. Je n'y ai absolument jamais cru, parce que je pense que c'était un temps de pause dans la campagne. Et effectivement, la dignité des politiques requérait d'eux qu'ils se comportent en général comme ils se sont comportés. Vous n'avez pas été déçu de l'ensemble des candidats qui étaient par exemple présents à Montauban? Non, ils se sont comportés correctement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas non plus à les féliciter particulièrement. Je veux dire que la dignité, en quelque sorte, de l'homme politique, ou l'exigence, ce qui est requis d'un homme politique, faisait que, il devait se comporter de cette façon. Et je ne pense pas non plus
qu'il y ait lieu de les féliciter tout particulièrement de s'être comportés comme on attendait qu'ils se comportent. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'agressivité et la violence verbale ont repris leurs droits, ce qui, moi, me conforte dans ma thèse selon laquelle, au fond, il n'y a pas de politique compassionnelle, ou que la politique compassionnelle est une sorte de contradiction, dans les termes, et que d'une certaine façon, même la politique... Alors, par contre, ce qu'on voit d'une certaine façon pointer, c'est une tentation qui était déjà présente, au début du quinquennat, qui était quelque chose comme une sorte de politique du fait divers. C'est-à-dire que, 2 jours après... Là, vous pensez par exemple aux annonces de Nicolas Sarkozy sur Internet, des nouvelles mesures dont, au fond, on ne sait pas très bien si, au fond, leur réalisation peut être opératoire ou pas. Dont on s'interroge sur leur efficacité et on entend déjà, j'ai lu tout à l'heure dans les journaux, que de toute façon la discussion sur ces mesures allait être renvoyée après la présidentielle. Il n'y a pas de session parlementaire en ce moment. Donc il n'y a pas de session parlementaire. Donc je crains beaucoup que ce ne soit des effets d'annonce qui succède à un événement qui a traumatisé la communauté nationale. Alors la gravité de l'événement, je crois, est sans commune mesure avec les conséquences en ce qui concerne la campagne présidentielle. C'est-à-dire ça a été un véritable, à la fois un traumatisme, parce que, par exemple, tirer sur les enfants à bout portant ou à bout touchant, ça a rappelé, au fond, ça ne s'est jamais passé depuis les opérations mobiles de Turie, les Einsatzgruppen. Donc ça a rappelé des choses dont on pensait qu'elles ne qu'elle pourrait difficilement se produire, même si elles étaient le fait d'un individu isolé. Ça pose des problèmes sur la possibilité d'un tel passage à l'acte chez un individu dont on s'aperçoit qu'il est tout compte fait assez normal, apparemment normal. Donc ça peut appeler des réflexions sur, au fond, les crimes commis par des hommes ordinaires. Et puis c'est aussi, et puis il y a eu donc évidemment quelque chose qui s'est passé et qui a touché de très près à la question de l'identification, évidemment aux victimes. Donc à la fois c'est quelque chose qui requiert une analyse, à mon avis, assez compliquée, à la fois dans la mesure où c'est un événement politique et c'est un événement qui transcende en même temps les conditions de la campagne présidentielle. Merci beaucoup Myriam Rouve-Dallon d'avoir été avec nous et pour vos éclairages sur cette affaire ce soir. À retenir également dans l'actualité ces événements qui secouent le Mali. Au lendemain du coup d'État militaire qui a renversé le président Amadou Touré, on s'inquiète aussi de l'offensive que compte poursuivre dans le nord du pays la rébellion Touareg. Nathalie Guillouard fait le point de la situation sur place. Sur la façade du palais présidentiel de Bamako, les stigmates de ces derniers jours d'affrontement. 36 heures après la chute du régime et face à l'inquiétude de la communauté internationale, le chef des putschistes Amadou Sanogo est sorti de son silence et s'est voulu rassurant sur le sort du président déchu, Amadou Toumaré. Il va très bien, il est en sécurité. Notre objectif n'est pas de nuire à l'intégrité physique d'aucun que ce soit. Motif de ce putsch, dénoncer le manque de moyens mis pour lutter contre la rébellion Touareg et les groupes islamistes qui sévissent dans le nord du Mali. Cette rébellion a déjà provoqué le déplacement de 200 000 personnes depuis la mi-janvier selon l'ONU. Et aujourd'hui, elle poursuit son offensive et profite de cette instabilité politique pour prendre le contrôle de nouvelles villes. Face à cette situation, les appels au retour à l'ordre constitutionnel se sont multipliés dans le monde. Nous espérons que la Constitution sera rétablie très rapidement et que nous assisterons à un retour de la loi et de l'ordre. Ce putsch intervient à seulement un mois des nouvelles élections présidentielles et isole le pays un peu plus. L'Union africaine a décidé aujourd'hui de suspendre le Mali de toute participation à ces activités. Et puis pour finir ce journal, un mot de la semaine nationale contre le cancer qui s'achève le 25 mars et bientôt. 1000 nouveaux malades chaque jour qui ont recours avec leur famille à la Ligue contre le cancer qui a besoin du soutien de tous pour les aider. Alors il y a ce numéro court, le 30-31, pour récolter vos dons.
Merci donc de votre générosité en ces belles journées d'un printemps qui verra ce week-end, attention, l'heure changer. Nous passerons à l'heure d'été. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos confrères d'LCP Assemblée nationale. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci.